السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع حلقة أخرى من مجلة أسود. حلقة اليوم سنخصصها للحديث عن ضيف من نوع خاص، واليوم المسؤول الأول عن تدبير شؤون المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. Il y a la qualité pour. Ce qu'il fallait, c'est cet état d'esprit, mais il faut le garder. Il ne faut pas s'enflammer et il faut toujours respecter l'adversaire. Avoir beaucoup d'humilité. On s'est aperçu qu'aujourd'hui, même en gagnant là-bas, c'était difficile parce que c'est une très bonne équipe. Ils ne sont pas premiers pour rien. Donc voilà, c'est une grande performance de les avoir battus 2 fois. Mais il faut rester mesuré, il y a encore beaucoup de travail. تساؤلات عديدة تطرح في الأفق وعلامات استفهام كبرى سيحاول إيرفي رونار الإجابة عنها وبكل واقعية وبعيدا عن الإفراط في الثقة. ماذا عن المشروع الذي تبناه الناخب الوطني من أجل استعادة هيبة كرة القدم الوطنية قاريا ودوليا؟ أية مكانة تلك التي يحتلها اللاعب المحلي ضمن منظومة التقنية الفرنسية؟ أي مستقبل للاعبين المغاربة الممارسين ضمن بطولات الخليج العربية في ظل اعتماد رونار على نسبة كبيرة من المحترفين المغاربة بالبطولات الأوروبية؟ الشارع المغربي يتساءل عن علاقة رونار بالإدارة التقنية الوطنية التي ظلت غائبة عن تدبير شؤون النخبة المغربية طيلة الفترة السابقة. الناخب الوطني مدعو لتقديم تصوره المستقبلي للمنتخبين الأولمبي والمحلي باعتبارهما رافدين أساسيين لمنتخب الكبار. ما هي الدروس والعبر المستخلصة من مباراتي الرأس الأخضر إذا أخذنا بعين الاعتبار تجربة رجل رفقة منتخبي زامبيا والكوت ديفوار؟ إيرفي رونار مدعو للكشف عن دوافع اختيار النخبة المغربية. الإجابة وبشكل دقيق ستكون في حوار حصري ترك خلاله الناخب الوطني لغة الخشب جانبا لكي يطلق العنان لتصريحات غير مسبوقة. سعداء جدا اليوم باستضافة ضيف من نوع خاص الناخب الوطني السيد إيرفي رونار. Monsieur Hervé Renard, merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Oussoud sur la chaîne Riyadiyya. Salam alaikum. Alaikum salam. أخبارك بخير؟ صباح الخير. صباح النور. بارك الله فيك. بارك الله فيك, Monsieur Renard. Les Lions ont assuré l'essentiel. On est le premier qualifié pour la CAN 2017 au Gabon. Aujourd'hui à tête reposée. Êtes-vous satisfait du rendement? Quelles sont vos impressions après la double confrontation contre le Cap-Vert? Satisfait, oui. Quand une équipe est capable de prendre 6 points en 2 matchs contre, on va le répéter, contre le numéro 1 au classement de la CAF et de la FIFA en Afrique, je pense qu'on peut qu'être satisfait. Après, on peut analyser ça de différents angles et il y a toujours des choses à redire, bien sûr. Donc il y a du travail. Monsieur Renard, il paraît que l'objectif est de remettre les Lions de l'Ata sur les bons rails. Ça sera un travail de longue haleine qui exige en effet beaucoup de patience et d'humilité de la part des joueurs, n'est-ce pas? Oui, la patience, c'est pas de la part des joueurs ou de l'entraîneur, c'est de la part de la fédération et de tous ceux qui animent le football au Maroc. Les journalistes en particulier, les politiques, tous ceux qui sont susceptibles parfois de faire des mouvances, on va dire, dans le football. Et c'est ce qui parfois est surprenant parce que il y a des gens qui jouent contre l'intérêt de la nation. Alors elles font leur job, elles font leur travail, elles critiquent, mais
Mais il y a toujours des choses à redire en football. La stabilité, je pense que c'est une chose importante. Quand on a ciblé la personne avec laquelle on voulait travailler, il peut y avoir des moments un petit peu difficiles, mais il faut savoir les traverser et puis en sortir encore plus fort. C'était la première étape contre le Cap-Vert, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, quels sont vos objectifs à court et à long terme avec la Fédération royale marocaine de football? Le premier objectif, c'était de se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. On a la chance d'être déjà qualifié. Oui, on a la chance d'être déjà qualifié, chose qui n'était pas facile au vu du programme qui nous attendait. Donc voilà, ça c'est déjà une bonne chose de faite. Ça va nous permettre de travailler dans la sérénité, mais il faut garder cette pression parce que on a l'impression que ça paraît très très loin, mais ça va arriver très vite, surtout que les rendez-vous internationaux ne sont pas pléthores jusqu'à la fin de l'année 2016. Il y en aura 3-4. Donc il n'y a pas de temps à perdre, il y a encore plein de joueurs à découvrir, plein de choses à peaufiner. Notamment, on l'a vu sur ces 2 matchs, l'aspect défensif a été très très bien, l'aspect offensif un petit peu moins. Donc on est perfectible et tant mieux, on va dire. Quel est le joueur qui vous a impressionné pendant le match contre le Cap-Vert? Moi, je suis pas là pour donner des noms, puisque je l'ai dit aux joueurs aussi, c'est pas un joueur qui m'intéresse en particulier, c'est le groupe. C'est l'équipe nationale du Maroc, c'est le collectif. Donc chacun y met sa plus-value. Certains sont meilleurs que d'autres dans certains matchs, mais certains font un travail aussi un peu obscur. On le voit un peu moins, mais tout ça assemblé fait qu'on obtient de bons résultats. Donc il n'y a pas à ressortir un joueur. Vous savez que les joueurs qui ressortent le plus souvent, c'est les joueurs offensifs qui sont capables de faire des différences. Mais vous l'avez mentionné dans vos commentaires, certains défenseurs ont été pendant ces 2 matchs remarquables. Remarquable de discipline personnelle, discipline tactique, combativité, respect du collectif au niveau de l'organisation. Donc ça a été parfait. Ouais. Vous êtes toujours prêt à relever un nouveau challenge, un autre défi. Est-ce que l'état d'âme ou l'état d'esprit ou même l'état de forme du groupe vous convient pour réussir cette mission, comme c'était le cas auparavant avec la Côte d'Ivoire, avec cette belle génération de la Zambie, avec Emmanuel Amayouka et Chris Katangou? Déjà, vous en parlez, la Zambie, ça s'est pas fait en un jour. Les gens ont oublié qu'avant le sacre de 2012, il y a eu en 2009 une 3e place à la CHAN. En 2010, un quart de finale où on se fait éliminer par le Nigeria au pénalty. Ouais. Voilà, donc ça s'est pas fait en un jour. Comme j'avais pu l'entendre dire, grâce à Dieu seulement, ça s'est fait avec du travail. Et puis bien sûr, il faut un petit peu de réussite, mais il faut toujours la provoquer, la réussite. Donc sur ce que j'ai vu, déjà je connaissais le potentiel de cette équipe du Maroc, sinon je serais pas venu pour diriger cette équipe. Il y a un énorme potentiel. Maintenant, on peut s'interroger sur le fait que cette équipe n'ait pas eu de meilleurs résultats, on va dire, sur les dernières Coupes d'Afrique des Nations. Ouais. Donc, il faut trouver ces petites choses, ces petits détails qui font que cette équipe va pouvoir performer beaucoup plus que ce qu'elle n'a fait ces derniers temps. D'après ce que vous avez constaté, est-ce que le Maroc possède actuellement un potentiel énorme comparativement à la Côte d'Ivoire ou même à la Zambie? Elle possède un bon potentiel. Après, la Côte d'Ivoire ne ressemble en rien à l'équipe de Zambie que je dirigeais entre 2008 et 2012. C'est complètement différent, la caractéristique des joueurs est différente. Donc on ne peut jamais comparer 2 équipes. Le Maroc a d'autres caractéristiques avec beaucoup de qualité. On s'en est aperçu, parce que réussir à faire 2 belles performances comme celles qu'on vient de faire avec si peu de temps de préparation, ça vient aussi de la qualité des joueurs, qui se mettent bien sûr dans un moule, dans une rigueur, mais il faut de la qualité. Le football avant tout, c'est la qualité des joueurs. Après, il faut y mettre un cadre, et il faut que ce cadre soit respecté.
Comme j'ai pu constater, vous êtes convaincu qu'en termes de gestion de groupe, qu'on ne gagne pas avec une pléiade de stars, mais surtout avec une équipe avec une force de caractère exceptionnelle, une équipe combative, n'est-ce pas, coach? Oui, et puis quand on a un petit peu Surtout en Afrique. quand on a un petit peu d'expérience, mais partout, quand on a un petit peu d'expérience avec les équipes nationales, on s'aperçoit que, je vais vous faire sourire, mais les 35 millions de Marocains, ils vont mettre sur la table les 23 joueurs qui leur paraissent les plus forts individuellement, alors qu'on ne bâtit pas une sélection comme ça. Sinon, la France n'aurait pas été championne du monde avec sans Cantona et Ginola à l'époque, qui étaient deux des très 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 bons joueurs. Mais il faut apporter quelque chose au collectif, il faut un groupe, il faut, pour une compétition comme une compétition continentale, il faut un état d'esprit remarquable. Il ne faut pas que celui qui est assis sur le banc durant 4 rencontres avant de jouer une demi-finale vous pose de problème. Entre guillemets, c'est ça. Donc il faut faire en sorte que ce groupe soit bien équilibré partout. Dans le football, c'est comme dans la vie, on ne peut pas trouver que des architectes, mais il faut aussi des maçons. Est-ce que vous êtes à la recherche des maçons aujourd'hui, comme Oussama Tanen et comme d'autres? Oui, il y en a, mais il y en a. Il y en a de très bons même. Maintenant, il faut trouver les bonnes complémentarités, trouver les petites choses qui vont faire qu'on va pouvoir progresser, notamment dans le secteur offensif. Et puis ça peut nous permettre d'envisager l'avenir avec sérénité pour pouvoir être beaucoup plus ambitieux. Mais je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2013, c'est pas si vieux que ça, quand le Maroc est parti à la Coupe d'Afrique avec Eric Guéretz, il faisait partie des favoris. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas à moi de juger. Mais à ce moment-là, le Maroc possédait une équipe très performante, donc il n'y a pas de raison que 3 ans après, on ne puisse pas redevenir très performant sur le continent africain. Maintenant, ça ne se fait pas simplement en parlant, ça se fait en travaillant. Aujourd'hui, il vaut mieux se focaliser sur le groupe actuel ou de rajeunir le groupe avant les prochaines échéances qui vous attendent, non? Si on prend le groupe des 26 qui faisait partie de ce premier stage et qu'on prend le groupe qui fera partie de la Coupe d'Afrique 2017, je suis persuadé qu'il y aura allez, 4-5 changements. C'est toujours comme ça. On voit, on observe, on peaufine pour arriver, on l'espère, dans 8 mois, à un groupe qui soit beaucoup plus compétitif et beaucoup plus performant. Bien sûr que vous avez des limites à ne pas dépasser. Quelle est votre stratégie pour mettre fin à l'ingérence des agents autour de l'équipe nationale? C'est une réalité qu'on a vécue avec plusieurs entraîneurs. Ah bon? Bien sûr. Moi, j'ai jamais vécu ça, donc je ne peux pas vous en parler. J'ai jamais eu de problème avec des agents sur le continent africain. Jamais. Je pense que à partir du moment où vous faites des rassemblements et où l'équipe est, on va dire, enfermée sur elle-même, sans visite abondante de l'extérieur, je pense que tout se passe bien. Il suffit de mettre des règles. Maintenant, moi je peux pas juger de ce qui s'est fait avant, ou si c'est vrai, si c'est pas vrai. J'ai jamais vécu ça avec une équipe nationale, donc j'ai jamais un agent qui m'a posé de problème dans une équipe nationale. Côté disciplinaire des joueurs, est-ce que vous êtes satisfait après 8 séances d'entraînement? Les joueurs ont été remarquables, mais c'est qu'un début. Donc l'important dans la vie comme dans le football, c'est d'être constant. Il paraît que vous gardez une bonne relation, pas forcément avec M. Nassar Larguet, mais avec la direction technique nationale. C'est en partie ce pourquoi je suis venu au Maroc aussi. Quand je regarde la fédération marocaine de l'extérieur et que je vois le directeur technique national Nasser Larguet, que j'ai connu à Cannes, puisque j'ai été joueur à Cannes, mais on n'était pas à la même période, puisqu'il est arrivé juste après que j'en sois parti. Je pense qu'entre le laps de temps de mon départ de Cannes, de son arrivée, et le fait qu'on se soit retrouvé à Rabat quand je suis venu en stage avec une équipe algérienne, l'USMA d'Alger ici, en 2010, 2011, bon, c'était
aperçu, mais on n'avait pas communiqué. Donc voilà, mais je sais que Nasser Larguette est un très grand professionnel. Donc j'ai eu plaisir à savoir que c'était lui le directeur technique national, parce que j'ai suivi son parcours, sans être un proche, mais à Strasbourg, à Caen, à l'AS Cannes aussi, parce que c'était un club très très formateur. Et ensuite, il y a Jean-Pierre Morland qui travaille à la fédération. Je vous rappelle, je suis français, que Jean-Pierre Morland, j'ai passé mes diplômes avec lui, et que je sais ce que la fédération française a mis en place pour la formation des cadres, pour la formation des jeunes joueurs. Après, on peut toujours discuter, c'est bien, c'est pas bien, tout ça, mais il y a eu un travail énorme de fait. Et quand on voit que ces gens-là sont mis au service de la fédération, plus un président qui me paraît avoir une ligne directrice assez stable et intelligente, il y a tout ce qu'il faut pour bien faire. Maintenant, ça c'est une vue panoramique de l'extérieur et il faut travailler à l'intérieur. De toute façon, ces gens seront satisfaits de mon travail si les résultats arrivent. Si j'ai pas de bons résultats, je ferai comme tous les entraîneurs à travers le monde, je serai remplacé par quelqu'un d'autre. C'est la vie, c'est la loi. Aujourd'hui, vous travaillez avec l'équipe nationale A et en même temps en coordination avec la DTN comme premier responsable de l'équipe locale et l'équipe olympique, n'est-ce pas, coach? Oui, c'est ça, ouais. J'aime bien avoir un regard sur... Ça ne veut pas dire que je vais m'occuper de toutes les équipes. Quand on sera en stage en même temps que les moins de 23 ans, je ne pourrai pas tout faire, mais simplement avoir un regard et une ligne directrice. À mon avis, on ne peut pas avoir une équipe nationale A, une équipe nationale locale, sans que les deux soient coordonnés, sans qu'il n'y ait pas le même avis pour la sélection des joueurs, pour savoir quels joueurs on met dans une sélection locale. Moi, je vais vous donner mon point de vue. Une sélection locale, pour moi, il n'y a aucun intérêt de mettre des joueurs de plus de 30 ans. Sauf s'ils sont titulaires ou dans le groupe de l'équipe A. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. Ils vont jouer en quelle année en équipe A? C'est pas dans ma philosophie. Après, je respecte ceux qui le font, mais c'est pas dans ma philosophie. Pour moi, une équipe nationale locale, elle doit être composée de jeunes joueurs qui sont amenés à jouer un jour en équipe A. Tous n'y joueront pas, mais ils représentent le futur de l'équipe nationale A du Maroc. Voilà. En tant que sélectionneur, est-ce que vous avez confiance aux joueurs locaux aujourd'hui? Ah ouais, je pense, oui. Pas plus tard qu'hier, j'ai assisté encore à un très très bon match entre le OAC et Agadir. Ça fait 2 fois que je vois cette équipe d'Agadir. C'est une équipe qui joue très bien au football. Le OAC aussi, c'est une équipe qui a des joueurs de qualité et en plus certains joueurs qui sont jeunes. Donc c'est ce qui m'intéresse. Donc oui, j'ai vu de la qualité, oui. Quel regard avez-vous sur le championnat national vu les éliminations précoces des clubs marocains en Afrique? Et je précise, je parle des 2 compétitions majeures, la Ligue des champions d'Afrique et la Coupe des confédérations. Ouais, ça paraît paradoxal parce que les infrastructures sont là. Il y a des clubs emblématiques. Quand on va voir un match du Raja, du WAC de Casablanca, il y a une ambiance, c'est rare de trouver cette ambiance en Afrique. Et ils ont des effectifs qui sont pléthoriques, on va dire, avec de nombreux joueurs de qualité. Quand on voit les matchs, il y a de la qualité, il y a une organisation, il y a des bons entraîneurs, donc on se demande comment... Après, pour en revenir à vos interrogations, quand vous tombez contre le Tipi Mazembe juste au prochain tour de la Champions League, c'est difficile. Ça se joue à... voilà, donc c'est pas facile d'aller très loin non plus dans les compétitions africaines. Mais une nation comme le Maroc se doit d'avoir des clubs beaucoup plus performants sur le continent. Pour ne pas oublier, il y avait une polémique autour de la présélection de 2 joueurs qui n'ont pas de match pro, Hamza Mendil et Youssef Nasseri, en préférence des joueurs soi-disant expérimentés. C'est une philosophie de travail. Il y en aura d'autres qui viendront. Et d'abord, ils faisaient partie d'un groupe. Donc il y avait 26 joueurs.
Il y a 18 joueurs qui sont alignés sur la feuille de match. Et après, le groupe, ça permet de gagner du temps. C'était en l'occurrence 2 joueurs de 18 ans qui n'aient pas fait de match en professionnel. Pour eux, ça va être difficile déjà parce qu'ils évoluent plus au Maroc, puisqu'il y en a un qui joue avec la réserve du Real de Madrid. Alors après, faut-il mieux jouer avec la réserve du Real de Madrid ou dans un club au Maroc? Chacun sa réponse. Hein. Quel est le meilleur? Certains ont une réponse. Moi, j'essaie d'approfondir. Le petit reproche que je pourrais faire au club ici, c'est qu'il n'y a pas assez de jeunes. Quand je vois les compositions d'équipe, et j'ai vu jusqu'à présent, ça fait pas tout à fait 2 mois que je suis là, j'ai vu 10 matchs de championnat. Quand je regarde les dates de naissance, je ne pense pas avoir vu un joueur moins de 20 ans. Est-ce qu'en championnat de France, est-ce que dans les championnats européens, vous n'avez pas des jeunes moins de 20 ans? Donc ce qui est valable en Europe ou ailleurs dans le monde, c'est pas valable au Maroc. Pour moi, il n'y a pas assez de jeunes. Donc où joue-t-il? Il y a un championnat espoir qu'il faut suivre, mais je suis persuadé qu'il y a des jeunes qui sont certainement meilleurs que certains joueurs qui jouent là. Mais ça, c'est pas moi qui vais révolutionner la façon de voir des clubs. Hein. Peut-être que j'ai pas le même avis que certains entraîneurs qui ont des effectifs dans des clubs. Moi, je cherche déjà à préparer l'avenir. Et si un joueur évolue dans un club européen en réserve et que je pense qu'il peut m'apporter beaucoup plus qu'un joueur qui évolue dans un autre club, il n'y a pas de souci. L'important, de toute façon, c'est que je sois performant. Donc tous ces commentaires, ils seront atténués si on est performant. Si je suis pas performant, si on n'est pas performant, ça ressortira. Parce qu'il faut bien toujours trouver quelque chose. Monsieur Renard, tu as clairement exprimé votre désintérêt pour les joueurs marocains évoluant actuellement dans les championnats du pays de Golfe. Pour quelle raison? C'est pas un désintérêt, c'est une certaine réticence. C'est un peu différent. Parce que je trouve que dans ces championnats, il y a beaucoup moins de rythme et que le football en Afrique, c'est complètement l'opposé. C'est-à-dire que c'est un football où il y a beaucoup de rythme, parfois au détriment de beaucoup de déchets techniques. Mais si on n'est pas armé physiquement, si on n'est pas prêt physiquement, c'est difficile. Et puis, autre raison, c'est que la visibilité est un petit peu plus difficile. Et on a l'impression, quand on voit un match au Qatar, qu'on assiste qu'à des matchs amicaux. Parce qu'il n'y a pas d'ambiance, c'est difficile. Donc c'est difficile de se faire une idée précise de la réelle valeur du joueur, de son état de forme. Voilà. C'est un choix. Pour moi, un Asamoah Gyan qui joue à Sunderland, c'est pas le même Asamoah Gyan qui joue avec le Ghana et qui évolue aux Émirats Arabes Unis. Mais encore une fois, c'est mon avis personnel. Comme vous le savez, coach, il y avait un malentendu entre l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale, M. Badouzaki, et Mostafa Hadji. Aujourd'hui, est-ce que vous avez retracé une ligne de conduite avec le staff technique composé de l'homme de confiance Patrice Baumel et Mostafa Hadji? Déjà, premièrement, il faut les féliciter, puisque après 10 jours de stage, non seulement les 2 personnes que vous venez de citer, mais l'ensemble du staff, l'ensemble des personnes qui ont collaboré avec nous pour cette équipe nationale, chacun a bien rempli son travail. Et lorsqu'une équipe nationale gagne, c'est aussi dû à toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre, qui travaillent à la fédération pour que tout soit parfait. Et Dieu sait que j'ai fait beaucoup de fédérations. Et je peux vous dire que la fédération marocaine est très très bien organisée. Voilà. Donc ça, c'est un premier constat. Pour répondre à votre question avec Mostafa Hadji, pour moi, c'est un honneur de travailler avec lui. De par la carrière qu'il a fait, bien sûr, de par sa connaissance du football, parce que j'ai échangé avec lui avant. On ne se connaissait pas forcément avant que j'arrive. Mais pour moi, c'est capital d'avoir quelqu'un qui puisse m'orienter sur la culture, la mentalité des joueurs, tout ça, et son regard
d'avoir été un très grand joueur en Europe, d'avoir joué beaucoup de matchs avec la sélection marocaine est très important pour moi. Et le premier stage c'est très très bien passé et je le remercie infiniment pour tout ce qu'il a pu m'apporter pour ces 10 premiers jours de stage. Coach, vous êtes toujours en colère au banc. Non. Est-ce que cela justifie cette rage de vaincre qui inspire plutôt les joueurs à donner le maximum? Je suis pas en colère, je suis un gagnant. Et puis quand on est entraîneur, on essaye d'aller jusqu'au moindre détail pour que les joueurs, la finalité c'est que les joueurs ne se relâchent pas. Et je vais vous faire sourire quand on sait que le joueur marocain a tendance à beaucoup se relâcher quand tout va bien. Donc il ne faut pas que je les laisse respirer alors. Mais comme vous le disiez précédemment, il y a les joueurs locaux, il y a les joueurs qui... Pour moi, un joueur qui évolue au Maroc ou en Europe, c'est la même chose. Simplement, il va falloir qu'il soit performant et ça a même été pour moi une priorité de rester au Maroc depuis que je suis arrivé pour voir un maximum de matchs. Et je vois des joueurs qui sont performants dans leur club, tout ça, donc forcément, ils en seront récompensés. Est-ce que vous êtes réellement intéressé aujourd'hui par un match amical contre les pharaons d'Égypte ou n'importe quelle grande sélection africaine avant les prochaines échéances? Si je devais vous répondre le plus franchement possible, pas forcément, puisqu'on va les affronter à la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Donc on n'a peut-être pas forcément besoin d'aller leur montrer nos qualités ou nos défauts. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place sur le long terme avec l'équipe olympique en collaboration avec la DTN? J'aimerais que l'équipe olympique soit sur le même lieu de rassemblement que l'équipe A, pour qu'on puisse voir les deux groupes, pour qu'on puisse parfois prendre un joueur de l'équipe olympique pour pouvoir s'entraîner avec nous. Alors ça va faire que certains vont s'interroger sur le fait que pourquoi ce joueur s'est entraîné, tout ça, mais il n'y a que l'entraîneur qui peut savoir ce qu'il cherche. Moi je vous dis, j'anticipe l'avenir et je suis curieux de savoir si un joueur de 18-20 ans, il a la capacité déjà psychologique. Parce que vous parliez des deux jeunes qui se sont entraînés la dernière fois, vous savez, il y a deux paramètres. Il y a les performances dans un club pour un joueur, et puis la performance quand il vient pour revêtir le maillot de l'équipe nationale. Et il y a des joueurs qui n'arrivent jamais à assumer ça. C'est-à-dire que pour eux, le maillot de l'équipe nationale il est trop lourd. Alors comment l'expliquer? Il faudrait un psychanalyste pour l'expliquer. Mais il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a qui n'arrivent pas à être aussi performants en club qu'en sélection. Et puis vous avez des jeunes comme ces deux jeunes qui sont venus là, donc je voulais voir leurs répondants. Ils ont traversé le stage des 10 jours. J'avais l'impression qu'ils avaient toujours fait partie de cette équipe nationale. Donc déjà, ça c'est un point positif. Parce qu'on peut se dire que psychologiquement, normalement, s'ils sont prêts maintenant, ils seront prêts dans quelques mois ou dans quelques années. Et je suis persuadé que les deux noms donc, que vous avez vus là vont être très très importants pour les futures équipes nationales. Le programme des matchs amicaux pour l'équipe locale? On va laisser les compétitions se terminer là et puis on fera un rassemblement juste avant les rassemblements des équipes A pour voir un brassage de tout ce que j'aurais vu. Donc il faut me laisser encore un peu de temps pour voir une fois les joueurs, 2 fois, 3 fois. Puis après j'aurai, avec l'aide de Mustapha, avec l'aide du staff technique qui observe aussi des joueurs, on fera une sélection qui sera, comme je vous l'ai dit précédemment, à base de jeunes joueurs. Alors, ça veut dire quoi, jeunes, hein? Moins de 23 ans, non? On va se focaliser sur cette catégorie. Ça ne veut pas dire qu'un joueur de 25 ans, s'il est très très performant et qu'on pense qu'il a les qualités pour évoluer un jour avec l'équipe A, ne soit pas sélectionné, bien sûr. Malgré la bonne prestation de Youssouf L'Arabi, on crée beaucoup d'occasions, mais on n'arrive jamais à les concrétiser. Est-ce que vous avez une solution pour sortir de cette confusion? Moi, j'ai mis un numéro 9 qui a mis 3 buts en 2 matchs. Donc, j'ai pas grand-chose à lui reprocher aujourd'hui. Maintenant,
on va le mettre en concurrence, bien sûr. Il faut qu'il y ait des jeunes joueurs ou des joueurs qui poussent derrière pour que chacun soit encore meilleur. Et puis j'ai rarement vu un attaquant concrétiser 100% des occasions qu'il se procurait. Donc on en veut parfois beaucoup. Je ne suis pas persuadé que ça soit toujours de la faute du numéro 9 qui... Après, il y a le service, il y a le fait qu'il ait peut-être beaucoup à travailler dans un match et qu'il faudrait peut-être qu'il travaille un petit peu moins et que le collectif travaille un peu plus. Voilà, il y a plein de choses. Mais pour répondre à votre question, félicitations à Youssef, il a mis 3 buts. Donc pour l'instant, c'est un bon début. On verra par la suite. Si vous me permettez, pourquoi le choix de la ville de Marrakech comme lieu de résidence? Je pense que c'est simple, c'est parce que stratégiquement pour se déplacer c'est assez facile. Et puis la vie est un petit peu plus tranquille. Alors il y en a certains qui vont assimiler Marrakech à la vie nocturne, tout ça, mais moi j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de pouvoir aller voir les matchs tranquillement. Et puis voilà, je pense que c'est bien. Puis vous voyez, j'ai eu raison, le WAC et le Raja Casablanca vont jouer ici, donc c'était un bon choix. Malheureusement, on déplore le pourquoi ils viennent jouer ici, bien sûr. C'était un petit peu d'humour là-dessus, mais il aurait mieux fallu que ça ne se passe pas. Mais j'ai eu l'occasion de voir de bons matchs. Je suis même allé à Casa voir des matchs. Je suis allé à Rabat. J'irai encore à Rabat. Il va falloir que je suis allé à Gadir. Il va falloir que j'aille dans le nord du Maroc, à Tanger, à Berkane, à Oujda, un peu partout pour voir ces équipes parce que c'est important de voir tout le monde. Mais après, sur le choix, pour répondre, c'est parce que le climat, vous savez, quand on vient de Lille, on préfère vivre à Marrakech. Voilà, je trouve que Marrakech, il y a ces montagnes et cette douceur de vivre, c'est exceptionnel. Comme vous savez, il y en a beaucoup d'infrastructures sportives, beaucoup de stades ici à Marrakech, à Tanger, à Agadir. Quel est le stade qui vous plaît pour jouer les prochains matchs de l'équipe nationale du Maroc? On verra. Il y a de beaux stades au Maroc, c'est déjà bien de pouvoir avoir plusieurs choix. Quand je suis allé à Agadir et que j'ai vu un match de championnat, j'ai trouvé que le stade était très beau. Je pense que Casablanca, ça peut être pas mal aussi pour mettre une pression énorme quand le stade sera rénové complètement. Après, Tanger, il y a un beau stade, paraît-il aussi. Donc voilà, ça offre... à Rabat, on attend que le stade se termine. Voilà, donc c'est bien d'avoir beaucoup de possibilités. Et puis je pense aussi qu'il va falloir... tourner un petit peu pour pouvoir permettre au public marocain de voir son équipe nationale. Le prochain entraîneur de l'équipe olympique, est-ce que vous avez déjà des noms? D'abord, je ne suis pas celui qui doit vous annoncer ça. Et puis, comme la décision n'a pas été encore rendue officielle, il faudra demander à la Fédération marocaine de football de vous le dire. Je vous remercie, monsieur Rachidi. Non, sans problème, monsieur Renard. Quel est le secret caché derrière cette belle chemise blanche que vous portez pendant les matchs? Il n'y a pas de secret. On espère qu'elle portera toujours aussi chance. Ça fait 15 matchs invaincus en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on espère que, comme j'ai vu que vous aviez mis la même aujourd'hui, qu'elle continuera à nous porter chance. Coach, on vous laisse un dernier mot pour le public marocain qui attend avec impatience, pourquoi pas, une 3e Coupe d'Afrique des Nations avec monsieur Renard. Oui, c'est un challenge difficile d'attendre ça, mais on va faire le maximum pour s'en rapprocher le plus et puis ça serait exceptionnel de pouvoir le faire. Mais il y a du chemin encore. On ne part pas de 19e équipe au classement de la CAF pour gagner une CAN comme ça. Il y a encore beaucoup de choses à peaufiner, à régler, beaucoup de travail. Et puis rappelez-vous, on a commencé par ça, quand je vous ai dit la victoire avec la Zambie en 2012, c'est un travail qui a duré 4 ans. Donc il faut, messieurs, dames, un peu de patience aussi. Shukran, shukran bzaf.
Monsieur Renard. شكرا. Vous connaissez que le renard, c'est Talab تحلم. en arabe. Shukran bzaf, Monsieur Renard. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et à la prochaine, Inch'Allah. À bientôt. كان هذا الحوار مع الناخب الوطني السيد إيرفي رونار بمدينة مراكش أماطة من خلال لتام عن هذا المشروع الطموح الذي ينتظر كرة القدم الوطنية. نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي في الاستحقاقات المقبلة. لكم مني ومن طاقم البرنامج ألف تحية. نضرب موعدا في حلقات مقبلة من برنامج أسود. إلى اللقاء.